En quête de bon sens, une émission du Plumeau. C'est peut-être une forme de bon sens. Là aussi, il faut du bon sens. C'est du bon sens. C'est une mesure de bon sens. Le bon sens. Mais de quoi parle-t-on au juste? Sagesse, raisonnement, prudence? Ou tout simplement une évidence partagée par le plus grand nombre? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de partir à sa recherche. Je suis Lorraine et je vous propose d'aborder chaque mois un sujet de société avec un invité. PMA. 3 lettres. 3 lettres seulement qui suffisent à déchaîner les passions, animer les débats, crisper les discussions. Pour rappel, la procréation médicalement assistée, c'est l'ensemble des procédés qui permettent la création artificielle d'embryons en vue d'un projet parental. Aujourd'hui, elle est réservée aux couples hétérosexuels infertiles et avec le futur projet de loi de bioéthique, elle devrait être étendue aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Pour ce deuxième épisode de Enquête de bon sens, je vous propose d'aborder ce sujet sous un angle un peu particulier, l'écologie. Alors l'objectif de ce podcast n'est pas d'émettre un jugement de valeur, mais de nous demander si la PMA est anti-écolo ou pas. Et pour en parler aujourd'hui, je suis allée toquer à la porte de la revue Limite, qui se présente comme une revue d'écologie intégrale, et c'est le journaliste Brieux Avis qui a accepté notre invitation. Bonjour Brieux. Bonjour la reine. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Alors je le disais en introduction, Limite est une revue d'écologie intégrale. Le mot écologie est très à la mode aujourd'hui, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre exactement ce concept ? Alors, l'écologie intégrale, c'est un terme qu'on a emprunté au pape François, qui l'a développé dans son encyclique de 2015, Laudato Si, où il définit l'écologie intégrale comme la nécessité de répondre à la fois à la clameur de la planète et à la clameur des pauvres. L'idée, c'est vraiment que tout est lié et que rien n'est épargné et que les maux qui frappent la planète sont finalement les mêmes que ceux qui touchent les pauvres. Et l'idée, c'est d'allier justice sociale et crise environnementale, d'essayer de répondre à ces deux mots, parce que les causes sont fondamentalement les mêmes. C'est le fameux slogan qui a germé au printemps, fin du monde, fin du mois, même combat. Et voilà, on va proposer chez Limite, en accord avec la doctrine sociale de l'Église et l'encyclique du pape François, une critique du marché et de la technique qui répondent à la fois à la question environnementale et à la question sociale. Vous avez donc co-signé une tribune parue dans la revue Limite en septembre sur les enjeux de bioéthique et il est notamment inscrit, je vous cite, que l'écologie est la mère de toutes les batailles bioéthiques. Alors on entend aujourd'hui beaucoup parler d'écologie. Est-ce que la PMA serait en contradiction ? Alors, je ne sais pas si elle est en contradiction, mais ce dont je suis sûr, c'est que la bioéthique est une question d'écologie intégrale. Parce qu'elle pose la question du vivant et de son rapport à la technique et au marché. Et quand on parle de bioéthique, on parle de notre rapport à la médecine, on parle de modification génétique, de sélection génétique, et ces questions-là posent fondamentalement la question du rapport entre le vivant et la technique et le marché. Et en ça, ce sont des questions d'écologie, et c'est pour ça que vous avez un certain nombre de militants écologistes et de gauche qui se sont opposés récemment à ce projet de loi dans une tribune au Monde. On peut penser à José Bové, à Jacques Testard, en disant justement que cette humanité génétiquement modifiée était très dangereuse et relevait finalement d'un même rapport de domination à la nature. Et justement, José Bové a même dit dans Limite, pour le citer, il dit que la PMA et la GPA, c'est la boîte de Pandore, eugénisme, homme augmenté. José Bové est très attaché à la question de la marchandisation du vivant. Et il s'opposait aux OGM dans les années 70, et il s'oppose aujourd'hui à la modification génétique des embryons humains. Et on parle aujourd'hui de développer l'accès aux techniques médicales de procréation, mais on ne sait pas encore comment on va fournir aujourd'hui des gamètes pour répondre à la demande d'un accès élargi à l'assistance médicale à la procréation. Et quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, on voit que ces pays ont été obligés de répondre à la demande croissante, à une demande sociale et non plus médicale, de procréation médicalement assistée,
par le marché et par des banques de sperme qui vendent des gamètes, avec souvent le choix, un choix très précis sur les caractéristiques physiques du donneur. Et ce monde-là, je pense que à gauche et chez les écologistes de manière générale, on n'en veut pas. Mais si vous me permettez de poursuivre, je dirais que c'est là où on peut avoir une voie particulière, limite, dans le paysage chrétien, c'est que si la bioéthique fait partie de l'écologie intégrale, finalement, c'est pas suffisant. Elle fait partie de l'écologie intégrale, mais l'écologie intégrale ne se restreint pas à la question de la bioéthique. Et quand on estime finalement que tout est lié, il est nécessaire de combattre l'extension du marché et de la technique, non seulement en rapport aux questions bioéthiques, mais également aux questions environnementales, aux questions sociales et aux questions économiques. Et c'est, je pense, un message encore difficilement audible chez de nombreux chrétiens. En fait, je dirais simplement que quand la société se pose la question de la technique, elle ne va pas jusqu'aux questions de bioéthique, et que les chrétiens, certains en tout cas, ont tendance à limiter leur questionnement sur la technique à la bioéthique. Et donc nous disons que tout est lié et qu'une critique du marché et une critique de la technique doit prendre en compte la question bioéthique, mais également notre rapport à la nature et notre rapport à autrui, et voilà, donc la question sociale et la question environnementale. Et est-ce que dans le futur projet de loi de bioéthique, il y a d'autres choses qui rentrent en contradiction avec l'écologie ? En tout cas, qui nous interpelle, c'est sûr. On a parlé à la fois de la modification génétique et de la sélection embryonnaire, qui est aujourd'hui permise par des techniques de ciseaux génétiques extrêmement complexes, et qui pose la question de l'homme augmenté, de ce qu'on fera demain. Est-ce qu'on pourra choisir à la carte un bébé sans défaut ? Ça, c'est une question qui demanderait plus qu'un simple débat parlementaire parfois escamoté. Et puis voilà, quand on parle d'autoconservation des ovocytes, de congélation des ovocytes, on fait passer ça finalement pour un progrès pour la femme, qui pourra choisir le moment de sa maternité. Mais c'est aussi, je trouve, un asservissement supplémentaire de la femme au marché et à la performance économique. Et toutes les grandes entreprises sont très contentes de ce genre de mesures qui leur permettront d'avoir des femmes qui sont extrêmement performantes entre 25 et 35 ans, qui ne prennent pas de congé maternité et qui laissent leur vie de famille et leur désir d'enfant à plus tard, au week-end ou à leurs 40 ans passés, quand elles commencent à être moins performantes d'un point de vue économique. Donc toutes ces questions-là, oui, nous interpellent et s'inscrivent dans une écologie intégrale respectueuse de l'homme et de la nature, oui, bien sûr. Quand on vous entend, ça paraît tout à fait fluide, mais finalement, on peut aussi critiquer en vous taxant de réactionnaire, parce que dans ce cas-là, où s'arrêtent les limites ? Parce que l'innovation peut être bonne. L'innovation peut être bonne, et on n'est pas là pour revenir à la... Enfin, certains le pensent, mais je ne suis pas là pour vous dire que nous devons retourner à un âge de pierre. Simplement, on sort d'une parenthèse libérale de 30 ou 40 ans, où finalement la liberté n'a jamais eu de limite. Et quand la liberté est illimitée, elle en vient parfois à asservir l'homme. Et je pense, et c'est le cas sur la question bioéthique, que la liberté doit s'accompagner d'une réflexion sur la dignité et sur la solidarité. Et donc mettre des limites, c'est simplement considérer dans ses choix personnels autrui et la nature. Et elles sont là les limites. Les limites à notre liberté, c'est notre respect d'autrui et notre respect de la nature. Et le respect de la dignité humaine. Voilà. C'est dans ça qu'on est, je pense, pas réactionnaire, ou alors les réactionnaires seraient très mécontents d'avoir limite à leur côté, parce qu'on est sûrement des méchants gauchistes pour eux. Mais voilà, c'est seulement avoir une réflexion de l'homme qui ne serait pas délié de son environnement social et environnemental, mais qui serait dans des logiques de solidarité, dans des logiques de dignité, et regarder l'homme et la nature qui nous entourent. Et pour revenir à la PMA qui est aujourd'hui autorisée pour les couples hétérosexuels, où mettre la limite, en fait, finalement, pourquoi on mettrait la limite, l'interdiction pour les couples homosexuels ? C'est une très très bonne question, parce qu'aujourd'hui, la PMA n'est autorisée que sur des critères médicaux. D'infertilité. La PMA doit répondre à un problème d'infertilité pour les couples hétérosexuels.
Demain, on va ouvrir une PMA sociale pour répondre à une demande qui n'est pas une demande médicale, mais qui est répondre à une demande sociale de désir d'enfant. Et en effet, on peut se poser demain la question des couples hétérosexuels qui voudront eux aussi pouvoir avoir accès à cette question de l'assistance médicale à la procréation sans problème d'infertilité. Et donc, jusqu'à quel point, finalement, on déconnecte la procréation du corps humain. Et on la sépare du corps humain et de ce qu'il est capable de faire. Et c'est drôle parce que, dans ce projet de loi bioéthique, jamais n'est posée la question de l'infertilité, qui est croissante dans notre pays, dans nos sociétés occidentales, sûrement liée à des problèmes de pollution. Mais si vous voulez, on ne va pas non plus chercher la cause de l'infertilité, qui est une cause souvent environnementale et écologique. Et finalement, la question de la technicisation du corps humain va croissante sans qu'on se pose les questions de la cause profonde de cette technicisation. Et dernière question, on parlait en introduction de l'écologie intégrale qui est inspirée notamment du pape François. Est-ce que ça a forcément un lien avec la religion ou est-ce qu'on peut être totalement athée et se référer à un ordre naturel ? À la limite, on ne se pose pas la question d'un ordre naturel, qui serait finalement là et qui serait inviolable. Simplement, on considère que on va chercher l'écologie intégrale dans des textes bibliques qui sont ceux, par exemple, de saint François d'Assise, du Cantique des créatures, et qui placent l'homme au milieu de la création. Non pas maître et possesseur de la nature, mais au centre de la nature. Et ce qu'on veut préserver à travers l'écologie intégrale, c'est pas un ordre naturel figé qui préexisterait, mais simplement c'est une réflexion sur l'ensemble de la création, et pas simplement l'homme maître et possesseur de la nature. Voilà. C'est ça, finalement, l'écologie intégrale, et c'est en ça qu'on a finalement de nombreux liens avec les mouvements écologistes, avec la question paysanne. C'est qu'on essaie de penser l'homme au centre de la création. Et cette pensée-là, elle est pas... elle est ni conservatrice ni progressiste. On ne se pose pas ces questions-là dans ces termes. Et elle n'est pas la défense d'un ordre naturel, finalement pur, qui est une réflexion finalement très très dangereuse. Simplement, on considère que toute la création doit avoir son importance et être défendue. Eh bien, merci beaucoup Brieux pour cet éclairage. Quant à vous, chers auditeurs, merci aussi de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à toutes nos plateformes d'écoute et à nos réseaux sociaux pour être tenus au courant des émissions. À très bientôt sur Le Plumeau.